Chapitre 49 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Guan. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 49. Fatalité. Cependant Milady, ivre de colère, rugissant sur le pont du bâtiment comme une lionne qu'on embarque, avait été tentée de se jeter à la mer pour regagner la côte, car elle ne pouvait se faire à l'idée qu'elle avait été insultée par d'Artagnan, menacée par Athos, et qu'elle quittait la France sans se venger d'eux. Bientôt, cette idée était devenue pour elle tellement insupportable qu'au risque de ce qui pouvait arriver de terrible pour elle-même, elle avait supplié le capitaine de la jeter sur la côte. Mais le capitaine, pressé d'échapper à sa fausse position, placé entre les croiseurs français et anglais, comme la chauve-souris entre les rats et les oiseaux, avait grande hâte de regagner l'Angleterre, et refusa obstinément d'obéir à ce qu'il prenait pour un caprice de femme, promettant à sa passagère, qui au reste lui était particulièrement recommandée par le cardinal, de la jeter, si la mer et les Français le permettaient, dans un des ports de la Bretagne, soit à Lorient, soit à Brest. Mais en attendant, le vent était contraire, la mer mauvaise, on louvoyait et l'on courait déborder. 9 jours après la sortie de la Charente, Milady, toute pâle de ses chagrins et de sa rage, voyait apparaître seulement les côtes bleuâtres du Finistère. Elle calcula que pour traverser ce coin de la France et revenir près du cardinal, il lui fallait au moins 3 jours. Ajoutez un jour pour le débarquement, et cela faisait 4. Ajoutez ces 4 jours aux 9 autres, c'était 13 jours de perdus. 13 jours pendant lesquels tant d'événements importants se pouvaient passer à Londres. Elle songea que sans aucun doute le cardinal serait furieux de son retour, et que par conséquent il serait plus disposé à écouter les plaintes qu'on porterait contre elle que les accusations qu'elle porterait contre les autres. Elle laissa donc Lorient et Brest sans insister auprès du capitaine, qui de son côté se garda bien de lui donner l'éveil. Milady continua donc sa route, et le jour même où Planchet s'embarquait de Portsmouth pour la France, la messagère de son éminence entrait triomphante dans le port. Toute la ville était agitée d'un mouvement extraordinaire. 4 grands vaisseaux récemment achevés venaient d'être lancés à la mer. Debout sur la jetée, chamarrés d'or, éblouissant, selon son habitude de diamants et de pierreries, le feutre orné d'une plume blanche qui retombait sur son épaule, on voyait Buckingham entouré d'un état-major presque aussi brillant que lui. C'était une de ces belles et rares journées d'hiver où l'Angleterre se souvient qu'il y a un soleil. L'astre pâli, mais cependant splendide encore, se couchait à l'horizon, empourprant à la fois le ciel et la mer de bandes de feu et jetant sur les tours et les vieilles maisons de la ville un dernier rayon d'or qui faisait étinceler les vitres comme le reflet d'un incendie. Milady, en respirant cet air de l'océan plus vif et plus balsamique à l'approche de la terre, en contemplant toute la puissance de ces préparatifs qu'elle était chargée de détruire, toute la puissance de cette armée qu'elle devait combattre à elle seule, elle, femme, avec quelques sacs d'or, se compara mentalement à Judith, la terrible juive, lorsqu'elle pénétra dans le camp des Assyriens et qu'elle vit la masse énorme de chars, de chevaux, d'hommes et d'armes, qu'un geste de sa main devait dissiper comme un nuage de fumée. On entra dans la rade, mais comme on s'apprêtait à y jeter l'ancre, un petit cutter formidablement armé s'approcha du bâtiment marchand, se donnant comme garde-côte, et fit mettre à la mer son canot, qui se dirigea vers l'échelle. Ce canot refermait un officier, un contremaître et 8 rameurs.
l'officier seul monta à bord, où il fut reçu avec toute la déférence qu'inspire l'uniforme. L'officier s'entretenit quelques instants avec le patron, lui fit lire un papier dont il était porteur, et sur l'ordre du capitaine Marchand, tout l'équipage du bâtiment, matelots et passagers, fut appelé sur le pont. Lorsque cette espèce d'appel fut fait, l'officier s'enquit tout haut du point de départ du brick, de sa route, de ses atterrissements, et à toutes les questions, le capitaine satisfit sans hésitation et sans difficulté. Alors, l'officier commença de passer la revue de toutes les personnes les unes après les autres, et s'arrêtant à Milady, la considéra avec un grand soin, mais sans lui adresser une seule parole. Puis il revint au capitaine, lui dit encore quelques mots, et comme si c'eût été à lui désormais que le bâtiment dût obéir, il commanda une manœuvre que l'équipage exécuta aussitôt. Alors, le bâtiment se remit en route, toujours escorté du petit cutter, qui voguait bord à bord avec lui, menaçant son flanc de la bouche de ses 6 canons, tandis que la barque suivait dans le sillage du navire, faible point près de l'énorme masse. Pendant l'examen que l'officier avait fait de Milady, Milady, comme on le pense bien, l'avait de son côté dévoré du regard. Mais quelque habitude que cette femme aux yeux de flamme eût de lire dans le cœur de ceux dont elle avait besoin de deviner les secrets, elle trouva cette fois un visage d'une impassibilité telle qu'aucune découverte ne suivit son investigation. L'officier, qui s'était arrêté devant elle, et qui l'avait silencieusement étudiée avec tant de soin, pouvait être âgé de 25 à 26 ans, était blanc de visage, avec des yeux bleu clair un peu enfoncés. Sa bouche, fine et bien dessinée, demeurait immobile dans ses lignes correctes. Son menton, vigoureusement accusé, dénotait cette force de volonté qui, dans le type vulgaire britannique, n'est ordinairement que de l'entêtement. Un front un peu fuyant, comme il convient aux poètes, aux enthousiastes et aux soldats, était à peine ombragé d'une chevelure courte et clairsemée, qui, comme la barbe qui couvrait le bas de son visage, était d'une belle couleur châtain foncé. Lorsqu'on entra dans le port, il faisait déjà nuit. La brume épaississait encore l'obscurité et formait autour des fanaux et des lanternes des jetées un cercle pareil à celui qui entoure la lune quand le temps menace de devenir pluvieux. L'air qu'on respirait était triste, humide et froid. Milady, cette femme si forte, se sentait frissonner malgré elle. L'officier se fit indiquer les paquets de Milady, fit porter son bagage dans le canot, et lorsque cette opération fut faite, il l'invita à y descendre elle-même en lui tendant sa main. Milady regarda cet homme et hésita. « Qui êtes-vous, monsieur ?» demanda-t-elle. « Qui avez la bonté de vous occuper si particulièrement de moi ?»« Vous devez le savoir, madame, à mon uniforme. Je suis officier de la marine anglaise, » répondit le jeune homme. « Mais enfin, est-ce l'habitude que les officiers de la marine anglaise se mettent aux ordres de leurs compatriotes lorsqu'ils abordent dans un port de la Grande-Bretagne et poussent la galanterie jusqu'à les conduire à terre? Oui, milady, c'est l'habitude, non point par galanterie, mais par prudence, qu'en temps de guerre les étrangers soient conduits à une hôtellerie désignée, afin que jusqu'à parfaite information sur eux ils restent sous la surveillance du gouvernement. Ces mots furent prononcés avec la politesse la plus exacte et le calme le plus parfait. Cependant, ils n'eurent point le don de convaincre Milady. « Je ne suis pas étrangère, monsieur, » dit-elle, avec l'accent le plus pur qui ait jamais retenti de Portsmouth à Manchester. « Je me nomme Lady Clarick, et cette mesure... »« Cette mesure est générale, milady. Vous tenteriez inutilement de vous y soustraire. »« Je vous y suivrai donc, monsieur. » Et acceptant la main de l'officier, elle commença de descendre l'échelle au bas de laquelle attendait le canot. L'officier la suivit. Un grand manteau était étendu à la poupe. L'officier la fit asseoir sur le manteau et s'assit près d'elle.
Nagez, dit-il au matelot. Les 8 rames retombèrent dans la mer, ne formant qu'un seul bruit, ne frappant qu'un seul coup, et le canot sembla voler sur la surface de l'eau. Au bout de 5 minutes, on touchait à terre. L'officier sauta sur le quai et offrit la main à Milady. Une voiture attendait. Cette voiture est-elle pour nous? demanda Milady. Oui, madame, répondit l'officier. L'hôtellerie est donc bien loin? À l'autre bout de la ville. Allons, dit Milady. Et elle monta résolument dans la voiture. L'officier veilla à ce que les paquets fussent soigneusement attachés derrière la caisse, et cette opération terminée, prit sa place près de Milady et referma la portière. Aussitôt, sans qu'aucun ordre fût donné et sans qu'on eût besoin de lui indiquer sa destination, le cocher partit au galop et s'enfonça dans les rues de la ville. Une réception si étrange devait être pour Milady une ample matière à réflexion. Aussi, voyant que le jeune officier ne paraissait nullement disposé à lier conversation, elle s'accouda dans un angle de la voiture et passa les unes après les autres en revue toutes les suppositions qui se présentaient à son esprit. Cependant, au bout d'un quart d'heure, étonnée de la longueur du chemin, elle se pencha vers la portière pour voir où on la conduisait. On n'apercevait plus de maisons. Les arbres apparaissaient dans les ténèbres comme de grands fantômes noirs courant les uns après les autres. Milady frissonna. Mais nous ne sommes plus dans la ville, monsieur, dit-elle. Le jeune officier garda le silence. Je n'irai pas plus loin, si vous ne me dites pas où vous me conduisez. Je vous en préviens, monsieur. Cette menace n'obtint aucune réponse. Oh, c'est trop fort, s'écria Milady. Au secours! Au secours! Pas une voix ne répondit à la sienne. La voiture continua de rouler avec rapidité. L'officier semblait une statue. Milady regarda l'officier avec une de ces expressions terribles, particulières à son visage et qui manquaient si rarement leur effet. La colère faisait étinceler ses yeux dans l'ombre. Le jeune homme resta impassible. Milady voulut ouvrir la portière et se précipiter. Prenez garde, madame, dit froidement le jeune homme. Vous vous tuerez en sautant. Milady se rassit, écumante. L'officier se pencha, la regarda à son tour, et parut surpris de voir cette figure, si belle naguère, bouleversée par la rage et devenue presque hideuse. L'astucieuse créature comprit qu'elle se perdait en laissant voir ainsi dans son âme. Elle rasséréna ses traits, et d'une voix gémissante, « Au nom du ciel, monsieur, dites-moi si c'est à vous, si c'est à votre gouvernement, si c'est à un ennemi que je dois attribuer la violence que l'on me fait. » « On ne vous fait aucune violence, madame, et ce qui vous arrive est le résultat d'une mesure toute simple que nous sommes forcés de prendre avec tous ceux qui débarquent en Angleterre. »« Alors vous ne me connaissez pas, monsieur? » « C'est la première fois que j'ai l'honneur de vous voir. »« Et sur votre honneur, vous n'avez aucun sujet de haine contre moi? »« Aucun, je vous le jure. » Il y avait tant de sérénité, tant de sang-froid, de douceur même dans la voix du jeune homme, que Milady fut rassurée. Enfin, après 1 heure de marche à peu près, la voiture s'arrêta devant une grille de fer qui fermait un chemin creux conduisant à un château sévère de forme, massif et isolé. Alors, comme les roues tournaient sur un sable fin, Milady entendit un vaste mugissement, qu'elle reconnut pour le bruit de la mer qui vient se briser sur une côte escarpée. La voiture passa sous 2 voûtes, et enfin elle s'arrêta dans une cour sombre et carrée. Presque aussitôt, la portière de la voiture s'ouvrit. Le jeune homme sauta légèrement à terre et présenta sa main à Milady, qui s'appuya dessus et descendit à son tour avec assez de calme. « Toujours est-il, dit Milady,
en regardant autour d'elle et en ramenant ses yeux sur le jeune officier avec le plus gracieux sourire, que je suis prisonnière. Mais ce ne sera pas pour longtemps, j'en suis sûre, ajouta-t-elle. Ma conscience et votre politesse, monsieur, m'en sont garants. Si flatteur que fût le compliment, l'officier ne répondit rien, mais tirant de sa ceinture un petit sifflet d'argent, pareil à celui dont se servent les contremaîtres sur les bâtiments de guerre, il siffla 3 fois, sur 3 modulations différentes. Alors plusieurs hommes parurent, délaitèrent les chevaux fumants et emmenèrent la voiture sous une remise. Puis l'officier, toujours avec la même politesse calme, invita sa prisonnière à entrer dans la maison. Celle-ci, toujours avec son même visage souriant, lui prit le bras et entra avec lui sous une porte basse et cintrée qui, par une voûte éclairée seulement au fond, conduisait à un escalier de pierre tournant autour d'une arête de pierre. Puis on s'arrêta devant une porte massive qui, après l'introduction dans la serrure d'une clef que le jeune homme portait sur lui, roula lourdement sur ses gonds et donna ouverture à la chambre destinée à milady. D'un seul regard, la prisonnière embrassa l'appartement dans ses moindres détails. C'était une chambre dont l'ameublement était à la fois bien propre pour une prison et bien sévère pour une habitation d'homme libre. Cependant, des barreaux aux fenêtres et des verrous extérieurs à la porte décidaient le procès en faveur de la prison. Un instant, toute la force d'âme de cette créature, trempée cependant aux sources les plus vigoureuses, l'abandonna. Elle tomba sur un fauteuil, croisant les bras, baissant la tête, et s'attendant à chaque instant à voir entrer un juge pour l'interroger. Mais personne n'entra, que 2 ou 3 soldats de marine qui apportèrent les malles et les caisses, les déposèrent dans un coin et se retirèrent sans rien dire. L'officier présidait à tous ces détails avec le même calme que milady lui avait constamment vu, ne prononçant pas une parole lui-même et se faisant obéir d'un geste de sa main ou d'un coup de son sifflet. On eût dit qu'entre cet homme et ses inférieurs la langue parlée n'existait pas ou devenait inutile. Enfin, milady n'y put tenir plus longtemps. Elle rompit le silence. « Au nom du ciel, monsieur, s'écria-t-elle, que veut dire tout ce qui se passe? Fixez mes irrésolutions. J'ai du courage pour tout danger que je prévois, pour tout malheur que je comprends. Où suis-je et que suis-je ici? Suis-je libre? Pourquoi ces barreaux et ces portes? Suis-je prisonnière? Quel crime ai-je commis? Vous êtes ici dans l'appartement qui vous est destiné, madame. J'ai reçu l'ordre d'aller vous prendre en mer et de vous conduire en ce château. Cet ordre je l'ai accompli, je crois, avec toute la rigidité d'un soldat, mais aussi avec toute la courtoisie d'un gentilhomme. Là se termine, du moins jusqu'à présent, la charge que j'avais à remplir près de vous. Le reste regarde une autre personne. Et cette autre personne, quelle est-elle? Demanda milady. Ne pouvez-vous me dire son nom? En ce moment, on entendit par les escaliers un grand bruit d'éperons. Quelques voix passèrent et s'éteignirent, et le bruit d'un pas isolé se rapprocha de la porte. Cette personne, la voici, madame, dit l'officier, en démasquant le passage, et en se rangeant dans l'attitude du respect et de la soumission. En même temps, la porte s'ouvrit. Un homme parut sur le seuil. Il était sans chapeau, portait l'épée au côté et froissait un mouchoir entre ses doigts. Milady crut reconnaître cette ombre dans l'ombre. Elle s'appuya d'une main sur le bras de son fauteuil et avança la tête comme pour aller au-devant d'une certitude. Alors, l'étranger s'avança, lentement, et à mesure qu'il s'avançait en entrant dans le cercle de lumière projeté par la lampe, milady se reculait involontairement. Puis, lorsqu'elle n'eut plus aucun doute, « Eh quoi, mon frère? S'écria-t-elle au comble de la stupeur. C'est vous? Vous? Oui, belle dame, répondit lord de Winter en faisant un salut moitié courtois.
moitié ironique. Moi-même. Mais alors, ce château est à moi. Cette chambre, c'est la vôtre. Je suis donc votre prisonnière? À peu près. Mais c'est un affreux abus de la force. Pas de grands mots, asseyons-nous, et causons tranquillement, comme il convient de faire entre un frère et une sœur. Puis, se retournant vers la porte, et voyant que le jeune officier attendait ses derniers ordres, c'est bien, dit-il, je vous remercie. Maintenant laissez-nous, monsieur Felton. Fin du chapitre 49. Chapitre 50 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouin. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 50. Causerie d'un frère avec sa sœur. Pendant le temps que lord de Winter mit à fermer la porte, à pousser un volet et à approcher un siège du fauteuil de sa belle-sœur, milady, rêveuse, plongea son regard dans les profondeurs de la possibilité et découvrit toute la trame qu'elle n'avait pas même pu entrevoir tant elle ignorait en quelles mains elle était tombée. Elle connaissait son beau-frère pour un bon gentilhomme, franc chasseur, joueur intrépide, entreprenant près des femmes, mais d'une force inférieure à la sienne à l'endroit de l'intrigue. Comment avait-il pu découvrir son arrivée, la faire saisir? Pourquoi la retenait-il? Athos lui avait bien dit quelques mots qui prouvaient que la conversation qu'elle avait eue avec le cardinal était tombée dans des oreilles étrangères, mais elle ne pouvait admettre qu'il eût pu creuser une contre-mine si prompte et si hardie. Elle craignit bien plutôt que ses précédentes opérations en Angleterre n'eussent été découvertes. Buckingham pouvait avoir deviné que c'était elle qui avait coupé les deux ferrets et se venger de cette petite trahison. Mais Buckingham était incapable de se porter à aucun excès contre une femme, surtout si cette femme était censée avoir agi par un sentiment de jalousie. Cette supposition lui parut la plus probable. Il lui sembla qu'on voulait se venger du passé et non aller au-devant de l'avenir. Toutefois, et en tout cas, elle s'applaudit d'être tombée entre les mains de son beau-frère, dont elle comptait avoir bon marché, plutôt qu'entre celles d'un ennemi direct et intelligent. Oui, causons, mon frère, dit-elle avec une espèce d'enjouement, décidée qu'elle était à tirer de la conversation, malgré toute la dissimulation que pourrait y apporter lord de Winter, les éclaircissements dont elle avait besoin pour régler sa conduite à venir. Vous vous êtes donc décidé à revenir en Angleterre, dit lord de Winter, malgré la résolution que vous m'aviez si souvent manifestée à Paris de ne jamais remettre les pieds sur le territoire de la Grande-Bretagne. Milady répondit à une question par une autre question. Avant tout, dit-elle, apprenez-moi donc comment vous m'avez fait guetter assez sévèrement pour être d'avance prévenu non seulement de mon arrivée, mais encore du jour, de l'heure et du port où j'arrivais. Lord de Winter adopta la même tactique que Milady, pensant que, puisque sa belle-sœur l'employait, ce devait être la bonne. Mais dites-moi vous-même, ma chère sœur, reprit-il, ce que vous venez faire en Angleterre. Mais je viens vous voir, reprit Milady, sans savoir combien elle aggravait par cette réponse les soupçons qu'avait fait naître dans l'esprit de son beau-frère la lettre de d'Artagnan, et voulant seulement capter la bienveillance de son auditeur par un mensonge. Ah, me voir, dit sournoisement lord de Winter. Sans doute pour vous voir. Qu'y a-t-il d'étonnant à cela? Et vous n'avez pas, en venant en Angleterre, d'autre but que de me voir? Non. Ainsi,
C'est pour moi seul que vous vous êtes donné la peine de traverser la Manche? Pour vous seul? Peste! Quelle tendresse, ma sœur! Mais ne suis-je pas votre plus proche parente? Demanda milady, du ton de la plus touchante naïveté. Et même ma seule héritière, n'est-ce pas? Dit à son tour lord de Winter, en fixant ses yeux sur ceux de milady. Quelque puissance qu'elle eût sur elle-même, milady ne put s'empêcher de tressaillir, et comme, en prononçant les dernières paroles qu'il avait dites, lord de Winter avait posé la main sur le bras de sa sœur, ce tressaillement ne lui échappa point. En effet, le coup était direct et profond. La première idée qui vint à l'esprit de milady fut qu'elle avait été trahie par Ketty, et que celle-ci avait raconté au baron cette aversion intéressée dont elle avait imprudemment laissé échapper des marques devant sa suivante. Elle se rappela aussi la sortie furieuse et imprudente qu'elle avait faite contre d'Artagnan, lorsqu'il avait sauvé la vie de son beau-frère. Je ne comprends pas, milord, dit-elle, pour gagner du temps et faire parler son adversaire. Que voulez-vous dire? Et y a-t-il quelque sens inconnu caché sous vos paroles? Oh mon Dieu, non, dit lord de Winter, avec une apparente bonhomie. Mais vous avez le désir de me voir, et vous venez en Angleterre. J'apprends ce désir, ou plutôt, je me doute que vous l'éprouvez. Et afin de vous épargner tous les ennuis d'une arrivée nocturne dans un port, toutes les fatigues d'un débarquement, j'envoie un de mes officiers au-devant de vous. Je mets une voiture à vos ordres, et il vous amène ici, dans ce château, dont je suis gouverneur, où je viens tous les jours, et où, pour que notre double désir de nous voir soit satisfait, je vous fais préparer une chambre. Qu'y a-t-il dans tout ce que je dis là de plus étonnant que dans ce que vous m'avez dit? Non, ce que je trouve d'étonnant, c'est que vous ayez été prévenu de mon arrivée. C'est cependant la chose la plus simple, ma chère sœur. N'avez-vous pas vu que le capitaine de votre petit bâtiment avait, en entrant dans la rade, envoyé en avant, et afin d'obtenir son entrée dans le port, un petit canot porteur de son livre de loch et de son registre d'équipage? Je suis commandant du port, on m'a apporté ce livre, j'y ai reconnu votre nom. Mon cœur m'a dit ce que vient de me confier votre bouche, c'est-à-dire dans quel but vous vous exposiez aux dangers d'une mer si périlleuse, ou tout au moins si fatigante en ce moment, et j'ai envoyé mon cutter au-devant de vous. Vous savez le reste. Milady comprit que lord de Winter mentait, et n'en fut que plus effrayée. Mon frère, continua-t-elle, n'est-ce pas milord de Buckingham que je vis sur la jetée le soir en arrivant? Lui-même. Ah, je comprends que sa vue vous ait frappé, reprit lord de Winter. Vous venez d'un pays où l'on doit beaucoup s'occuper de lui, et je sais que ses armements contre la France préoccupent fort votre ami le cardinal. Mon ami le cardinal! S'écria milady, voyant que, sur ce point comme sur l'autre, lord de Winter paraissait instruit de tout. N'est-il donc point votre ami? Reprit négligemment le baron. Ah, pardon, je le croyais. Mais nous reviendrons à milord-duc plus tard. Ne nous écartons point du tour sentimental que la conversation avait pris. Vous veniez, disiez-vous, pour me voir? Oui. Eh bien, je vous ai répondu que vous seriez servi à souhait et que nous nous verrions tous les jours. Dois-je donc demeurer éternellement ici? Demanda milady avec un certain effroi. Vous trouveriez-vous mal logée, ma sœur? Demandez ce qui vous manque, et je m'empresserai de vous le faire donner. Mais je n'ai ni mes femmes ni mes gens. Vous aurez tout cela, madame. Dites-moi sur quel pied votre premier mari avait monté votre maison. Quoique je ne sois que votre beau-frère, je vous la monterai sur un pied pareil. Mon premier mari! S'écria milady, en regardant lord de Winter avec des yeux effarés. Oui, votre mari français. Je ne parle pas de mon frère. Au reste, si vous l'avez oublié, comme il vit encore, je pourrais lui écrire, et il me ferait passer des renseignements à ce sujet. Une sueur froide perla sur le front de milady. Vous raillez,
dit-elle d'une voix sourde. En ai-je l'air demanda le baron en se relevant et en faisant un pas en arrière. Ou plutôt vous m'insultez, continua-t-elle, en pressant de ses mains crispées les deux bras du fauteuil et en se soulevant sur ses poignets. Vous insultez, moi, dit lord de Winter avec mépris. En vérité, madame, croyez-vous que ce soit possible? En vérité, monsieur, dit Milady, ou vous êtes ivre ou insensé. Sortez et envoyez-moi une femme. Des femmes sont bien indiscrètes, ma sœur. Ne pourrais-je pas vous servir de suivante? De cette façon, tous nos secrets resteraient en famille. Insolent! S'écria Milady. Et comme mue par un ressort, elle bondit sur le baron, qui l'attendait avec impassibilité, mais une main cependant sur la garde de son épée. Dit-il, je sais que vous avez l'habitude d'assassiner les gens, mais je me défendrai, moi, je vous en préviens, fût-ce contre vous. Oh, vous avez raison, dit Milady, et vous me faites l'effet d'être assez lâche pour porter la main sur une femme. Peut-être que oui. D'ailleurs, j'aurai mon excuse. Ma main ne serait pas la première main d'homme qui se serait posée sur vous, j'imagine. Et le baron indiqua d'un geste lent et accusateur l'épaule gauche de Milady, qu'il toucha presque du doigt. Milady poussa un rugissement sourd et se recula jusque dans l'angle de la chambre, comme une panthère qui veut s'acculer pour s'élancer. Oh, rugissez tant que vous voudrez, s'écria lord de Winter, mais n'essayez pas de mordre, car je vous en préviens, la chose tournerait à votre préjudice. Il n'y a pas ici de procureur qui règle d'avance les successions. Il n'y a pas de chevalier errant qui vienne me chercher querelle pour la belle dame que je retiens prisonnière. Mais je tiens tout près des juges qui disposeront d'une femme assez éhontée pour venir se glisser bigame dans le lit de lord de Winter, mon frère aîné. Et ces juges, je vous en préviens, vous enverront à un bourreau qui vous fera les deux épaules pareilles. Les yeux de Milady lançaient de tels éclairs que quoiqu'il fût homme et armé devant une femme désarmée, il sentit le froid de la peur se glisser jusqu'au fond de son âme. Il n'en continua pas moins, mais avec une fureur croissante. Oui, je comprends. Après avoir hérité de mon frère, il vous eût été doux d'hériter de moi. Mais sachez-le d'avance, vous pouvez me tuer ou me faire tuer. Mes précautions sont prises. Pas un penny de ce que je possède ne passera dans vos mains. N'êtes-vous pas déjà assez riche, vous qui possédez près d'1 million, et ne pouviez-vous vous arrêter dans votre route fatale, si vous ne faisiez le mal que pour la jouissance infinie et suprême de le faire? Oh, tenez, je vous le dis, si la mémoire de mon frère ne m'était sacrée, vous iriez pourrir dans un cachot d'état ou rassasier à Tyburn la curiosité des matelots. Je me tairai, mais vous, supportez tranquillement votre captivité. Dans 15 ou 20 jours, je pars pour La Rochelle avec l'armée. Mais la veille de mon départ, un vaisseau viendra vous prendre, que je verrai partir et qui vous conduira dans nos colonies du sud. Et soyez tranquille, je vous adjoindrai un compagnon qui vous brûlera la cervelle à la première tentative que vous risquerez pour revenir en Angleterre ou sur le continent. Milady écoutait avec une attention qui dilatait ses yeux enflammés. Oui, mais à cette heure, continua lord de Winter, vous demeurerez dans ce château. Les murailles en sont épaisses, les portes en sont fortes, les barreaux en sont solides. D'ailleurs, votre fenêtre donne à pic sur la mer. Les hommes de mon équipage, qui me sont dévoués à la vie et à la mort, montent la garde autour de cet appartement et surveillent tous les passages qui conduisent à la cour. Puis, arrivés à la cour, il vous resterait encore 3 grilles à traverser. La consigne est précise. Un pas, un geste, un mot qui simule une évasion, et l'on fait feu sur vous. Si l'on vous tue, la justice anglaise m'aura, je l'espère, quelque obligation de lui avoir épargné de la besogne. Ah, vos traits reprennent leur calme. Votre visage retrouve son assurance. 15 jours, 20 jours, dites-vous. Bah, d'ici là, j'ai l'esprit inventif. Il me viendra quelque idée. J'ai l'esprit infernal, et je trouverai quelque victime.
D'ici à 15 jours, vous dites-vous, je serai hors d'ici. À essayer. Milady, se voyant devinée, s'enfonça les ongles dans la chair pour dompter tout mouvement qui eût pu donner à sa physionomie une signification quelconque, autre que celle de l'angoisse. Lord de Winter continua. L'officier qui commande seul ici en mon absence, vous l'avez vu, donc vous le connaissez déjà, c'est, comme vous voyez, observer une consigne, car vous n'êtes pas, je vous connais, venu de Portsmouth ici sans avoir essayé de lui parler. Qu'en dites-vous? Une statue de marbre eût-elle été plus impassible et plus muette? Vous avez déjà essayé le pouvoir de vos séductions sur bien des hommes, et malheureusement vous avez toujours réussi. Mais essayez sur celui-là, pardieu. Si vous en venez à bout, je vous déclare le démon lui-même. Il alla vers la porte et l'ouvrit brusquement. Qu'on appelle M. Felton, dit-il. Attendez encore un instant, et je vais vous recommander à lui. Il se fit entre ces deux personnages un silence étrange, pendant lequel on entendit le bruit d'un pas lent et régulier qui s'approchait. Bientôt, dans l'ombre du corridor, on vit se dessiner une forme humaine, et le jeune lieutenant, avec lequel nous avons déjà fait connaissance, s'arrêta sur le seuil, attendant les ordres du baron. Entrez, mon cher John, dit lord de Winter. Entrez et fermez la porte. Le jeune officier entra. Maintenant, dit le baron, regardez cette femme. Elle est jeune, elle est belle, elle a toutes les séductions de la terre. Eh bien, c'est un monstre qui, à 25 ans, s'est rendu coupable d'autant de crimes que vous pouvez en lire en un an dans les archives de nos tribunaux. Sa voix prévient en sa faveur, sa beauté sert d'appât aux victimes, son corps même paye ce qu'elle a promis. C'est une justice à lui rendre. Elle essayera de vous séduire, peut-être même essayera-t-elle de vous tuer. Je vous ai tiré de la misère, Felton, je vous ai fait nommer lieutenant, je vous ai sauvé la vie une fois, vous savez à quelle occasion. Je suis pour vous non seulement un protecteur mais un ami, non seulement un bienfaiteur mais un père. Cette femme est revenue en Angleterre afin de conspirer contre ma vie. Je tiens ce serpent entre mes mains. Eh bien, je vous fais appeler et je vous dis, ami Felton, John, mon enfant, garde-moi et surtout garde-toi de cette femme. Jure sur ton salut de la conserver pour le châtiment qu'elle a mérité. John Felton, je me fie à ta parole. John Felton, je crois à ta loyauté. Milord, dit le jeune homme, en chargeant son regard pur de toute la haine qu'il put trouver dans son cœur, milord, je vous jure qu'il sera fait comme vous désirez. Milady reçut ce regard en victime résignée. Il était impossible de voir une expression plus soumise et plus douce que celle qui régnait alors sur son beau visage. À peine si lord de Winter lui-même reconnut la tigresse qu'un instant auparavant il s'apprêtait à combattre. Elle ne sortira jamais de cette chambre, entendez-vous, John, continua le baron. Elle ne correspondra avec personne. Elle ne parlera qu'à vous, si toutefois vous voulez bien lui faire l'honneur de lui adresser la parole. Il suffit, milord, j'ai juré. Et maintenant, madame, tâchez de faire la paix avec Dieu, car vous êtes jugée par les hommes. Milady laissa tomber sa tête, comme si elle se fût sentie écrasée par ce jugement. Lord de Winter sortit, en faisant un signe à Felton, qui sortit derrière lui et ferma la porte. Un instant après, on entendait dans le corridor le pas pesant d'un soldat de marine qui faisait sentinelle, sa hache à la ceinture et son mousquet à la main. Milady demeura pendant quelques minutes dans la même position, car elle songea qu'on l'examinât peut-être par la serrure. Puis, lentement, elle releva sa tête, qui avait repris une expression formidable de menace et de défi, courut écouter à la porte, regarda par la fenêtre,
et revenant s'enterrer dans un vaste fauteuil. Elle songea. Chapitre 50. Chapitre 51 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Guan. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 51. Officier. Cependant, le cardinal attendait des nouvelles d'Angleterre. Mais aucune nouvelle n'arrivait, si ce n'est fâcheuse et menaçante. Si bien que La Rochelle fut investie, si certain que put paraître le succès, grâce aux précautions prises et surtout à la digue qui ne laissait plus pénétrer aucune barque dans la ville assiégée. Cependant, le blocus pouvait durer longtemps encore, et c'était un grand affront pour les armes du roi et une grande gêne pour monsieur le cardinal, qui n'avait plus, il est vrai, à brouiller Louis XIII avec Anne d'Autriche. La chose était faite. Mais à raccommoder M. de Bassompierre, qui était brouillé avec le duc d'Angoulême. Quant à monsieur, qui avait commencé le siège, il laissait au cardinal le soin de l'achever. La ville, malgré l'incroyable persévérance de son maire, avait tenté une espèce de mutinerie pour se rendre. Le maire avait fait pendre les émeutiers. Cette exécution calma les plus mauvaises têtes, qui se décidèrent alors à se laisser mourir de faim. Cette mort leur paraissait toujours plus lente et moins sûre que le trépas par strangulation. De leur côté, de temps en temps, les assiégeants prenaient des messagers que les Rochelois envoyaient à Buckingham, ou des espions que Buckingham envoyait aux Rochelois. Dans l'un et l'autre cas, le procès était vite fait. Monsieur le cardinal disait ce seul mot: pendu. On invitait le roi à venir voir la pendaison. Le roi venait, languissamment, se mettait en bonne place pour voir l'opération dans tous ses détails. Cela le distrayait toujours un peu et lui faisait prendre le siège en patience. Mais cela ne l'empêchait pas de s'ennuyer fort, de parler à tout moment de retourner à Paris, de sorte que, si les messagers et les espions eussent fait défaut, son éminence, malgré toute son imagination, se fût trouvé fort embarrassé. Néanmoins le temps passait. Les Rochelois ne se rendaient pas. Le dernier espion que l'on avait pris était porteur d'une lettre. Cette lettre disait bien à Buckingham que la ville était à toute extrémité. Mais au lieu d'ajouter « Si votre secours n'arrive pas avant 15 jours, nous nous rendrons », elle ajoutait tout simplement « Si votre secours n'arrive pas avant 15 jours, nous serons tous morts de faim quand il arrivera. » Les Rochelois n'avaient donc espoir qu'en Buckingham. Buckingham était leur messie. Il était évident que si un jour ils apprenaient d'une manière certaine qu'il ne fallait plus compter sur Buckingham, avec l'espoir, leur courage tomberait. Le cardinal attendait donc, avec grande impatience, des nouvelles d'Angleterre qui devaient annoncer que Buckingham ne viendrait pas. La question d'emporter la ville de vive force, débattue souvent dans le conseil du roi, avait toujours été écartée. D'abord, La Rochelle semblait imprenable. Puis le cardinal, quoi qu'il eût dit, savait bien que l'horreur du sang répandu en cette rencontre, où Français devaient combattre contre Français, était un mouvement rétrograde de 60 ans imprimé à la politique, et le cardinal était, à cette époque, ce qu'on appelle aujourd'hui un homme de progrès. En effet, le sac de La Rochelle, l'assassinat de 3 ou 4 mille huguenots qui se fussent fait tuer ressemblait trop, en 1728, au massacre de la Saint-Barthélemy, en 1572. Et puis, par-dessus tout cela, ce moyen extrême, auquel le roi bon catholique ne répugnait aucunement, venait toujours échouer contre cet argument des généraux assiégeants. La Rochelle
est imprenable autrement que par la famine. Le cardinal ne pouvait écarter de son esprit la crainte où le jetait sa terrible émissaire, car il avait compris, lui aussi, les proportions étranges de cette femme, tantôt serpent, tantôt lion. L'avait-elle trahi? Était-elle morte? Il la connaissait assez, en tout cas, pour savoir qu'en agissant pour lui ou contre lui, amie ou ennemie, elle ne demeurait pas immobile sans de grands empêchements. C'était ce qu'il ne pouvait savoir. Au reste, il comptait, et avec raison, sur milady. Il avait deviné dans le passé de cette femme de ces choses terribles que son manteau rouge pouvait seul couvrir, et il sentait que, pour une cause ou pour une autre, cette femme lui était acquise, ne pouvant trouver qu'en lui un appui supérieur au danger qui la menaçait. Il résolut donc de faire la guerre tout seul, et de n'attendre tout succès étranger que comme on attend une chance heureuse. Il continua de faire élever la fameuse digue qui devait affamer La Rochelle. En attendant, il jeta les yeux sur cette malheureuse ville, qui renfermait tant de misères profondes et tant d'héroïques vertus, et, se rappelant le mot de Louis XI, son prédécesseur politique, comme lui-même était le prédécesseur de Robespierre, il murmura cette maxime du compère de Tristan: diviser pour régner. Henri IV, assiégeant Paris, faisait jeter par-dessus les murailles du pain et des vivres. Le cardinal fit jeter des petits billets par lesquels il représentait aux Rochelois combien la conduite de leur chef était injuste, égoïste et barbare. Ces chefs avaient du blé en abondance et ne le partageaient pas. Ils adoptaient cette maxime, car eux aussi avaient des maximes. Que peu importait que les femmes, les enfants et les vieillards mourussent, pourvu que les hommes qui devaient défendre leurs murailles restassent forts et bien portants. Jusque-là, soit par dévouement, soit par impuissance de réagir contre elle-même, cette maxime, sans être généralement adoptée, était cependant passée de la théorie à la pratique. Mais les billets vinrent y porter atteinte. Les billets rappelaient aux hommes que ces enfants, ces femmes, ces vieillards qu'on laissait mourir étaient leurs fils, leurs épouses et leurs pères, qu'il serait plus juste que chacun fût réduit à la misère commune, afin qu'une même position fît prendre des résolutions unanimes. Ces billets firent tout l'effet qu'en pouvait attendre celui qui les avait écrits, en ce qu'ils déterminèrent un grand nombre d'habitants à ouvrir des négociations particulières avec l'armée royale. Mais au moment où le cardinal voyait déjà fructifier son moyen et s'applaudissait de l'avoir mis en usage, un habitant de La Rochelle, qui avait pu passer à travers les lignes royales, Dieu sait comment, tant était grande la surveillance de Bassompierre, de Schomberg et du duc d'Angoulême, surveillés eux-mêmes par le cardinal, un habitant de La Rochelle, disons-nous, entra dans la ville, venant de Portsmouth, et disant qu'il avait vu une flotte magnifique prête à mettre à la voile avant 8 jours. De plus, Buckingham annonçait au maire qu'enfin la grande ligue contre la France allait se déclarer, et que le royaume allait être envahi à la fois par les armées anglaises, impériales et espagnoles. Cette lettre fut lue publiquement sur toutes les places. On en affichait des copies aux angles des rues, et ceux-là même qui avaient commencé d'ouvrir des négociations les interrompirent, résolus d'attendre ce secours si pompeusement annoncé. Cette circonstance inattendue rendit à Richelieu ses inquiétudes premières, et le força malgré lui à tourner de nouveau les yeux de l'autre côté de la mer. Pendant ce temps, exempte des inquiétudes de son seul et véritable chef, l'armée royale menait joyeuse vie. Les vivres n'en manquaient pas au camp, ni l'argent non plus. Tous les corps rivalisaient d'audace et de gaieté. Prendre des espions et les pendre, faire des expéditions hasardeuses sur la digue ou sur la mer, imaginer des folies, les exécuter froidement,
tel était le passe-temps qui faisait trouver court à l'armée ces jours si longs, non seulement pour les Rochelois, rongés par la famine et l'anxiété, mais encore pour le cardinal, qui les bloquait si vivement. Quelquefois, quand le cardinal, toujours chevauchant comme le dernier gendarme de l'armée, promenait son regard pensif sur ses ouvrages, si lents au gré de son désir, qu'élevaient sous son ordre les ingénieurs qu'il faisait venir de tous les coins du royaume de France, s'il rencontrait un mousquetaire de la compagnie de Tréville, il s'approchait de lui, le regardait d'une façon singulière, et ne le reconnaissant pas pour un de nos 4 compagnons, il laissait aller ailleurs son regard profond et sa vaste pensée. Un jour où, rongé d'un mortel ennui, sans espérance dans les négociations avec la ville, sans nouvelles d'Angleterre, le cardinal était sorti sans autre but que de sortir, accompagné seulement de Cahusac et de la Houdinière, longeant les grèves et mêlant l'immensité de ses rêves à l'immensité de l'océan. Il arriva au petit pas de son cheval sur une colline du haut de laquelle il aperçut, derrière une haie, couché sur le sable et prenant au passage un de ces rayons de soleil si rares à cette époque de l'année, cet homme entouré de bouteilles vides. 4 de ces hommes étaient nos mousquetaires, s'apprêtant à écouter la lecture d'une lettre que l'un d'eux venait de recevoir. Cette lettre était si importante qu'elle avait fait abandonner sur un tambour des cartes et des dés. Les 3 autres s'occupaient à décoiffer une énorme dame Jeanne de vin de Collioure. C'étaient les laquais de ces messieurs. Le cardinal, comme nous l'avons dit, était de sombre humeur, et rien, quand il était dans cette situation d'esprit, ne redoublait sa maussaderie comme la gaieté des autres. D'ailleurs, il avait une préoccupation étrange. C'était de croire toujours que les causes mêmes de sa tristesse excitaient la gaieté des étrangers. Faisant signe à la Houdinière et à Cahusac de s'arrêter, il descendit de cheval et s'approcha de ces rieurs suspects, espérant qu'à l'aide du sable qui alourdissait ses pas et de la haie qui voilait sa marche, il pourrait entendre quelques mots de cette conversation qui lui paraissait si intéressante. À 10 pas de la haie seulement, il reconnut le babil gascon de d'Artagnan, et comme il savait déjà que ces hommes étaient des mousquetaires, il ne douta pas que les 3 autres ne fussent ceux qu'on appelait les inséparables, c'est-à-dire Athos, Porthos et Aramis. On juge si son désir d'entendre la conversation s'augmenta de cette découverte. Ses yeux prirent une expression étrange, et d'un pas de chat-tigre, il s'avança vers la haie. Mais il n'avait pu saisir encore que des syllabes vagues et sans aucun sens positif, lorsqu'un cri sonore et bref le fit tressaillir et attira l'attention des mousquetaires. « Officier !» cria Grimaud. « Vous parlez, je crois, drôle, » dit Athos, se soulevant sur un coude et fascinant Grimaud de son regard flamboyant. Aussi, Grimaud n'ajouta-t-il point une parole, et se contentant de tendre le doigt indicateur dans la sens de la haie, et dénonçant par ce geste le cardinal et son escorte. D'un seul bond, les 4 mousquetaires furent sur pied et saluèrent avec respect. Le cardinal semblait furieux. « Il paraît qu'on se fait garder chez messieurs les mousquetaires, » dit-il. « Est-ce que l'anglais vient par terre, ou serait-ce que les mousquetaires se regardent comme des officiers supérieurs ?»« Monseigneur, dit Athos, car au milieu de l'effroi général, lui seul avait conservé ce calme et ce sang-froid de grand seigneur qui ne le quittaient jamais. Monseigneur, ces mousquetaires, lorsqu'ils ne sont pas de service, ou que leur service est fini, boivent et jouent aux dés, et ils sont des officiers très supérieurs pour leurs laquais. »« Des laquais !» grommela le cardinal. « Des laquais qui ont la consigne d'avertir leur maître quand passe quelqu'un. Ce ne sont point des laquais, ce sont des sentinelles. Son éminence voit bien cependant que si nous n'avions point pris cette précaution, nous étions exposés à la laisser passer sans lui présenter nos respects,
et lui offrir nos remerciements pour la grâce qu'elle nous a faite de nous réunir. D'Artagnan, continua Athos, vous qui tout à l'heure demandiez cette occasion d'exprimer votre reconnaissance à monseigneur, la voici venue, profitez-en. Ces mots furent prononcés avec ce flegme imperturbable qui distinguait Athos dans les heures du danger, et cette excessive politesse qui faisait de lui dans certains moments un roi plus majestueux que les rois de naissance. D'Artagnan s'approcha et balbutia quelques paroles de remerciement, qui bientôt expirèrent sous le regard assombri du cardinal. N'importe, messieurs, continua le cardinal, sans paraître le moins du monde détourné de son intention première par l'incident qu'Athos avait soulevé. N'importe, messieurs, je n'aime pas que de simples soldats, parce qu'ils ont l'avantage de servir dans un corps privilégié, fassent ainsi les grands seigneurs, et la discipline est la même pour eux que pour tout le monde. Athos laissa le cardinal achever parfaitement sa phrase, et s'inclinant en signe d'assentiment, il reprit à son tour. La discipline, monseigneur, n'a en aucune façon, je l'espère, été oubliée par nous. Nous ne sommes pas de service, et nous avons cru que, n'étant pas de service, nous pouvions disposer de notre temps comme bon nous semblait. Si nous sommes assez heureux pour que son éminence ait quelque ordre particulier à nous donner, nous sommes prêts à lui obéir. Monseigneur voit, continua Athos, en fronçant le sourcil, car cette espèce d'interrogatoire commençait à l'impatienter, que pour être prêts à la moindre alerte, nous sommes sortis avec nos armes. Et il montra du doigt au cardinal les 4 mousquets en faisceau près du tambour sur lequel étaient les cartes et les dés. Que votre éminence veuille croire, ajouta d'Artagnan, que nous serions portés au-devant d'elle si nous eussions pu supposer que c'était elle qui venait vers nous en si petite compagnie. Le cardinal se mordait les moustaches et un peu les lèvres. Savez-vous de quoi vous avez l'air, toujours ensemble, comme vous voilà, armés comme vous êtes et gardés par vos laquais, dit le cardinal. Vous avez l'air de 4 conspirateurs. Oh, quant à ceci, monseigneur, c'est vrai, dit Athos, et nous conspirons, comme votre éminence a pu le voir l'autre matin, seulement c'est contre les Rochelois. Eh, messieurs les politiques, reprit le cardinal en fronçant le sourcil à son tour, on trouverait peut-être dans vos cervelles le secret de bien des choses qui sont ignorées, si l'on pouvait y lire, comme vous lisez dans cette lettre que vous avez cachée quand vous m'avez vu venir. Le rouge monta à la figure d'Athos. Il fit un pas vers son éminence. On dirait que vous nous soupçonnez réellement, monseigneur, et que nous subissons un véritable interrogatoire. S'il en est ainsi, que votre éminence daigne s'expliquer, et nous saurons du moins à quoi nous en tenir. Et quand cela serait un interrogatoire, reprit le cardinal, d'autres que vous en ont subi, monsieur Athos, et y ont répondu. Aussi, monseigneur, ai-je dit à votre éminence qu'elle n'avait qu'à questionner, et que nous étions prêts à répondre. Quelle était cette lettre que vous allez lire, monsieur Aramis, et que vous avez cachée? Une lettre de femme, monseigneur. Oh, je conçois, dit le cardinal. Il faut être discret pour ces sortes de lettres. Mais cependant, on peut les montrer à un confesseur, et vous le savez, j'ai reçu les ordres. Monseigneur, dit Athos, avec un calme d'autant plus terrible qu'il jouait sa tête en faisant cette réponse, la lettre est d'une femme, mais elle n'est signée ni Marion de Lorme, ni Madame d'Aiguillon. Le cardinal devint pâle comme la mort, et un éclair fauve sortit de ses yeux. Il se retourna comme pour donner un ordre à Cahusac et à la houdinière. Athos vit le mouvement, il fit un pas vers les mousquetons, sur lesquels les 3 amis avaient les yeux fixés, en hommes mal disposés à se laisser arrêter. Le cardinal était, lui, 3e. Les mousquetaires, y compris les laquais, étaient 7. Il jugea que la partie serait d'autant moins égale
qu'Athos et ses compagnons conspiraient réellement. Et par un de ces retours rapides qu'il tenait toujours à sa disposition, toute sa colère se fondit dans un sourire. allons allons dit-il, vous êtes de braves jeunes gens, fiers au soleil, fidèles dans l'obscurité. Il n'y a pas de mal à veiller sur soi quand on veille si bien sur les autres. Messieurs, je n'ai point oublié la nuit où vous m'avez servi d'escorte pour aller au colombier rouge, et s'il y avait quelque danger à craindre sur la route que je vais suivre, je vous prierais de m'accompagner. Mais comme il n'y en a pas, restez où vous êtes. Achevez vos bouteilles, votre partie et votre lettre. Adieu, messieurs. Et remontant sur son cheval, que Cahusac lui avait emmené, il les salua de la main et s'éloigna. Les 4 jeunes gens, debout et immobiles, le suivirent des yeux sans dire un seul mot jusqu'à ce qu'il eût disparu. Puis ils se regardèrent. Tous avaient la figure consternée, car malgré l'adieu amical de son éminence, ils comprenaient que le cardinal s'en allait, la rage dans le cœur. Athos seul souriait, d'un sourire puissant et dédaigneux. Quand le cardinal fut hors de la portée de la voix et de la vue, ce Grimaud a crié bien tard, dit Porthos, qui avait grande envie de faire tomber sa mauvaise humeur sur quelqu'un. Grimaud allait répondre pour s'excuser. Athos leva le doigt, et Grimaud se tut. Auriez-vous rendu la lettre, Aramis dit d'Artagnan. Moi, dit Aramis de sa voix la plus flûtée, j'étais décidé. S'il avait exigé que la lettre lui fût remise, je lui présentais la lettre d'une main, et de l'autre, je lui passais mon épée au travers du corps. Je m'y attendais bien, dit Athos. Voilà pourquoi je me suis jeté entre vous et lui. En vérité, cet homme est bien imprudent de parler ainsi à d'autres hommes. On dirait qu'il n'a jamais eu affaire qu'à des femmes et à des enfants. Mon cher Athos, dit d'Artagnan, je vous admire, mais cependant, nous étions dans notre tort après tout. Comment? Dans notre tort, reprit Athos. À qui donc cet air que nous respirons? À qui cet océan sur lequel s'étendent nos regards? À qui ce sable sur lequel nous étions couchés? À qui cette lettre de votre maîtresse? Est-ce au cardinal? Sur mon honneur, cet homme se figure que le monde lui appartient. Vous étiez là, balbutiant, stupéfait, anéanti. On eût dit que la Bastille se dressait devant vous et que la gigantesque Méduse vous changeait en pierre. Est-ce que c'est conspirer, voyons, que d'être amoureux? Vous êtes amoureux d'une femme que le cardinal a fait enfermer. Vous voulez la tirer des mains du cardinal? C'est une partie que vous jouez avec son éminence. Cette lettre, c'est votre jeu. Pourquoi montreriez-vous votre jeu à votre adversaire? Cela ne se fait pas. Qu'il le devine, à la bonne heure. Nous devinons bien le sien, nous. Au fait, dit d'Artagnan, c'est plein de sens ce que vous dites là, Athos. En ce cas, qu'il ne soit plus question de ce qui vient de se passer, et qu'Aramis reprenne la lettre de sa cousine, où monsieur le cardinal l'a interrompue. Aramis tira la lettre de sa poche. Les 3 amis se rapprochèrent de lui, et les 3 laquais se groupèrent de nouveau auprès de la dame Jeanne. Vous n'avez lu qu'une ligne ou 2, dit d'Artagnan. Reprenez donc la lettre à partir du commencement. Volontiers, dit Aramis. Mon cher cousin, je crois bien que je me déciderai à partir pour Stenay, où ma sœur a fait entrer notre petite servante dans le couvent des Carmélites. Cette pauvre enfant s'est résignée. Elle sait qu'elle ne peut vivre autre part sans que le salut de son âme soit en danger. Cependant, si les affaires de notre famille s'arrangent comme nous le désirons, je crois qu'elle courra le risque de se damner et qu'elle reviendra près de ceux qu'elle regrette. D'autant plus qu'elle sait qu'on pense toujours à elle. En attendant, elle n'est pas trop malheureuse. Tout ce qu'elle désire, c'est une lettre de son prétendu. Je sais bien que ces sortes de denrées passent difficilement par les grilles. Mais après tout, comme je vous en ai donné des preuves, mon cher cousin, je ne suis pas trop maladroite, et je me chargerai de cette commission.
Ma sœur vous remercie de votre bon et éternel souvenir. Elle a eu un instant de grande inquiétude, mais enfin elle est quelque peu rassurée maintenant, ayant envoyé son commis là-bas afin qu'il ne s'y passe rien d'imprévu. Adieu, mon cher cousin. Donnez-nous de vos nouvelles le plus souvent que vous pourrez, c'est-à-dire toutes les fois que vous croirez pouvoir le faire sûrement. Je vous embrasse, Marie Michon. Oh, que ne vous dois-je pas, Aramis, s'écria d'Artagnan. Chère Constance, j'ai donc enfin de ces nouvelles. Elle vit, elle est en sûreté dans un couvent, elle est à Stenay. Où prenez-vous Stenay, Athos? Mais à quelques lieues des frontières. Une fois le siège levé, nous pourrons aller faire un tour de ce côté. Et ce ne sera pas long, il faut l'espérer, dit Porthos, car on a ce matin pendu un espion, lequel a déclaré que les Rochelois en étaient au cuir de leurs souliers. En supposant qu'après avoir mangé le cuir, ils mangent la semelle, je ne vois pas trop ce qu'il leur restera après, à moins de se manger les uns les autres. Pauvres sots, dit Athos, en vidant un verre d'excellent vin de Bordeaux, qui, sans avoir à cette époque la réputation qu'il a aujourd'hui, ne la méritait pas moins. Pauvres sots, comme si la religion catholique n'était pas la plus avantageuse et la plus agréable des religions. C'est égal, reprit-il, après avoir fait claquer sa langue contre son palais. Ce sont de braves gens. Mais que diable faites-vous donc, Aramis? Continua Athos. Vous serrez cette lettre dans votre poche? Oui, dit D'Artagnan, Athos a raison, il faut la brûler. Encore, qui sait si monsieur le cardinal n'a pas un secret pour interroger les cendres? Il doit en avoir un, dit Athos. Mais que voulez-vous faire de cette lettre? Demanda Porthos. Venez ici, Grimaud, dit Athos. Grimaud se leva et obéit. Pour vous punir d'avoir parlé sans permission, mon ami, vous allez manger ce morceau de papier. Puis, pour vous récompenser du service que vous nous aurez rendu, vous boirez ensuite ce verre de vin. Voici la lettre d'abord, mâchez avec énergie. Grimaud sourit, et les yeux fixés sur le verre qu'Athos venait de remplir bord à bord, il broya le papier et l'avala. Bravo, maître Grimaud, dit Athos. Et maintenant, prenez ceci. Bien, je vous dispense de dire merci. Grimaud avala silencieusement le verre de vin de Bordeaux, mais ses yeux levés au ciel parlaient, pendant tout le temps que dura cette douce occupation, un langage qui, pour être muet, n'en était pas moins expressif. Et maintenant, dit Athos, à moins que monsieur le cardinal n'ait l'ingénieuse idée de faire ouvrir le ventre à Grimaud, je crois que nous pouvons être à peu près tranquilles. Pendant ce temps, son éminence continuait sa promenade mélancolique, en murmurant entre ses moustaches: décidément, il faut que ces 4 hommes soient à moi. Fin du chapitre 51. Chapitre 52 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouane. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 52. Première journée de captivité. Revenons à Milady, qu'un regard jeté sur les côtes de France nous a fait perdre de vue un instant. Nous la retrouverons dans la position désespérée où nous l'avons laissée, se creusant un abîme de sombres réflexions, sombre enfer à la porte duquel elle a presque laissé l'espérance, car pour la première fois elle doute, pour la première fois elle craint. Dans 2 occasions sa fortune lui a manqué, dans les 2 occasions elle s'est vue découverte et trahie, et dans ces 2 occasions c'est contre le génie fatal envoyé sans doute par le Seigneur pour la combattre qu'elle a échoué. D'Artagnan l'a vaincue, elle, cette invincible puissance du mal. Il l'a abusée dans son amour,
humilié dans son orgueil, trompé dans son ambition, et maintenant voilà qu'il la perd dans sa fortune, qu'il l'atteint dans sa liberté, qu'il la menace même dans sa vie. Bien plus, il a levé un coin de son masque, cette égide dont elle se couvre et qui la rend si forte. D'Artagnan a détourné Buckingham, qu'elle hait, comme elle hait tout ce qu'elle a aimé, la tempête dont le menaçait Richelieu dans la personne de la reine. D'Artagnan s'est fait passer pour De Wardes, pour lequel elle avait une de ces fantaisies de tigresse, indomptables comme en ont les femmes de ce caractère. D'Artagnan connaît ce terrible secret qu'elle a juré que nul ne connaîtrait sans mourir. Enfin, au moment où elle vient d'obtenir un blanc-seing à l'aide duquel elle va se venger de son ennemi, le blanc-seing lui est arraché des mains, et c'est D'Artagnan qui la tient prisonnière et qui va l'envoyer dans quelque immonde Botanybay, dans quelque Tyburn infâme de l'océan Indien. Car tout cela vient de D'Artagnan sans doute. De qui viendrait tant de honte amassée sur sa tête, sinon de lui? Lui seul a pu transmettre à lord de Wardes tous ces affreux secrets qu'il a découverts les uns après les autres par une sorte de fatalité. Il connaît son beau-frère, il lui aura écrit. Que de haine elle distille, là, immobile, et les yeux ardents et fixes dans son appartement désert, comme les éclats de ses rugissements sourds, qui parfois s'échappent avec sa respiration du fond de sa poitrine, accompagnent bien le bruit de la houle qui monte, gronde, mugit, et vient se briser, comme un désespoir éternel et impuissant, contre les rochers sur lesquels est bâti ce château sombre et orgueilleux. Comme, à la lueur des éclairs que sa colère orageuse fait briller dans son esprit, elle conçoit contre madame Bonacieux, contre Buckingham, et surtout contre D'Artagnan, de magnifiques projets de vengeance, perdus dans les lointains de l'avenir. Oui, mais pour se venger, il faut être libre, et pour être libre, quand on est prisonnier, il faut percer un mur, desceller des barreaux, trouer un plancher. Toute entreprise qui peut mener à bout un homme patient et fort, mais devant lesquelles doivent échouer les irritations fébriles d'une femme. D'ailleurs, pour faire tout cela, il faut avoir le temps, des mois, des années, et elle a 10 ou 12 jours. À ce que lui a dit lord de Winter, son fraternel et terrible geôlier. Et cependant, si elle était un homme, elle tenterait tout cela, et peut-être réussirait-elle. Pourquoi le ciel s'est-il ainsi trompé, en mettant cette âme virile dans ce corps frêle et délicat? Aussi, les premiers moments de la captivité ont été terribles. Quelques convulsions de rage qu'elle n'a pu vaincre ont payé sa dette de faiblesse féminine à la nature. Mais peu à peu, elle a surmonté les éclats de sa folle colère, les frémissements nerveux qui ont agité son corps ont disparu, et maintenant elle s'est repliée sur elle-même comme un serpent fatigué qui se repose. Allons, allons, j'étais folle de m'emporter ainsi, dit-elle en plongeant dans la glace, qui reflète dans ses yeux son regard brûlant, par lequel elle semble s'interroger elle-même. Pas de violence. La violence est une preuve de faiblesse. D'abord, je n'ai jamais réussi par ce moyen. Peut-être, si j'usais de ma force contre des femmes, aurais-je chance de les trouver plus faibles encore que moi, et par conséquent de les vaincre. Mais c'est contre des hommes que je lutte, et je ne suis qu'une femme pour eux. Luttons en femme, ma force est dans ma faiblesse. Alors, comme pour se rendre compte à elle-même des changements qu'elle pouvait imposer à sa physionomie, si expressive et si mobile, elle lui fit prendre à la fois toutes les expressions, depuis celle de la colère qui crispait ses traits, jusqu'à celle du plus doux, du plus affectueux et du plus séduisant sourire. Puis,
ses cheveux prirent successivement sous ses mains savantes les ondulations qu'elle crut pouvoir aider au charme de son visage. Enfin elle murmura, satisfaite d'elle-même: allons, rien n'est perdu, je suis toujours belle. Il était 8 heures du soir à peu près. Milady aperçut un lit. Elle pensa qu'un repos de quelques heures rafraîchirait non seulement sa tête et ses idées, mais encore son teint. Cependant, avant de se coucher, une idée meilleure lui vint. Elle avait entendu parler de souper. Déjà, elle était depuis 1 heure dans cette chambre. On ne pouvait tarder à lui apporter son repas. La prisonnière ne voulut pas perdre de temps, et elle résolut de faire, dans cette même soirée, quelques tentatives pour sonder le terrain, en étudiant le caractère des gens auxquels sa garde était confiée. Une lumière apparut sous la porte. Cette lumière annonçait le retour de ses geôliers. Milady, qui s'était levée, se rejeta vivement sur son fauteuil, la tête renversée en arrière, ses beaux cheveux dénoués et épars, sa gorge demi-nue sous ses dentelles froissées, une main sur son cœur et l'autre pendante. On ouvrit les verrous, la porte grinça sur ses gonds, des pas retentirent dans la chambre et s'approchèrent. Posez là cette table, dit une voix que la prisonnière reconnut pour celle de Felton. L'ordre fut exécuté. Vous apporterez des flambeaux et ferez relever la sentinelle, continua Felton. Ce double ordre que donna aux mêmes individus le jeune lieutenant prouva à Milady que ses serviteurs étaient les mêmes hommes que ses gardiens, c'est-à-dire des soldats. Les ordres de Felton étaient au reste exécutés avec une silencieuse rapidité qui donnait une bonne idée de l'état florissant dans lequel il menait la discipline. Enfin, Felton, qui n'avait pas encore regardé Milady, se retourna vers elle. Ah, ah, dit-il, elle dort. C'est bien, à son réveil elle soupera. Et il fit quelques pas pour sortir. Mais mon lieutenant, dit un soldat moins stoïque que son chef, et qui s'était s'approché de Milady, cette femme ne dort pas. Comment elle ne dort pas? Dit Felton. Que fait-elle donc alors? Elle est évanouie, son visage est très pâle, et j'ai beau écouter, je n'entends pas sa respiration. Vous avez raison, dit Felton, après avoir regardé Milady de la place où il se trouvait, sans faire un pas vers elle. Allez prévenir Lord de Winter que sa prisonnière est évanouie, car je ne sais que faire, le cas n'ayant pas été prévu. Le soldat sortit pour obéir aux ordres de son officier. Felton s'assit sur un fauteuil qui se trouvait par hasard près de la porte et attendit sans dire une parole, sans faire un geste. Milady possédait ce grand art, tant étudié par les femmes, de voir à travers ses longs cils sans avoir l'air d'ouvrir les paupières. Elle aperçut que Felton lui tournait le dos. Elle continua de le regarder pendant 10 minutes à peu près, et pendant ces 10 minutes, l'impassible gardien ne se retourna pas une seule fois. Elle songea alors que Lord de Winter allait venir y rendre, par sa présence, une nouvelle force à son geôlier. Sa première épreuve était perdue. Elle en prit son parti en femme qui compte sur ses ressources. En conséquence, elle leva la tête, ouvrit les yeux et soupira faiblement. À ce soupir, Felton se retourna enfin. « Ah, vous voici réveillée, madame, dit-il. Je n'ai donc plus à faire ici. Si vous avez besoin de quelque chose, vous appellerez. »« Oh, mon Dieu, que j'ai souffert !» murmura Milady, avec cette voix harmonieuse qui, pareille à celle des enchanteresses antiques, charmait tous ceux qu'elle voulait perdre. Et elle prit en se redressant sur son fauteuil une position plus gracieuse et plus abandonnée encore que celle qu'elle avait lorsqu'elle était couchée. Felton se leva. « Vous serez servie ainsi 3 fois par jour, madame, dit-il. Le matin à 9 heures, dans la journée à 1 heure et le soir à 8 heures. Si cela ne vous convient pas, vous pouvez indiquer vos heures au lieu de celles que je vous propose, et sur ce point on se conformera à vos désirs.
mais vais-je donc rester toujours seule dans cette grande et triste chambre demanda milady. Une femme des environs a été prévenue. Elle sera demain au château et viendra toutes les fois que vous désirerez sa présence. Je vous rends grâce, monsieur, répondit humblement la prisonnière. Felton fit un léger salut et se dirigea vers la porte. Au moment où il allait en franchir le seuil, lord de Winter parut dans le corridor, suivi du soldat qui était allé lui porter la nouvelle de l'évanouissement de milady. Il tenait à la main un flacon de sel. Eh bien, qu'est-ce et que se passe-t-il donc ici dit-il d'une voix railleuse en voyant sa prisonnière debout et Felton prêt à sortir. Cette morte est-elle donc déjà ressuscitée? Pardieu, Felton, mon enfant, tu n'as donc pas vu qu'on te prenait pour un novice et qu'on te jouait le premier acte d'une comédie dont nous aurons sans doute le plaisir de suivre tous les développements? Je l'ai bien pensé, milord, dit Felton, mais enfin, comme la prisonnière est femme après tout, j'ai voulu avoir les égards que tout homme bien né doit à une femme, sinon pour elle, du moins pour lui-même. Milady frissonna par tout son corps. Ces paroles de Felton passaient comme une glace par toutes ses veines. Ainsi, reprit de Winter en riant, ces beaux cheveux savamment étalés, cette peau blanche et ce langoureux regard ne t'ont pas encore séduit, cœur de pierre? Non, milord, répondit l'impassible jeune homme, et croyez-moi bien, il faut plus que des manèges et des coquetteries de femme pour me corrompre. En ce cas, mon brave lieutenant, laissons milady chercher autre chose, et allons souper. Ah, sois tranquille, elle a l'imagination féconde, et le second acte de la comédie ne tardera pas à suivre le premier. Et à ces mots, lord de Winter passa son bras sous celui de Felton et l'emmena en riant. Oh, je trouverai bien ce qu'il te faut, murmura milady entre ses dents. Sois tranquille, pauvre moine manqué, pauvre soldat converti, qui t'es taillé ton uniforme dans un froc. À propos, reprit de Winter en s'arrêtant sur le seuil de la porte, il ne faut pas, milady, que cet échec vous ôte l'appétit. Tâtez de ce poulet et de ces poissons que je n'ai pas fait empoisonner, sur l'honneur. Je m'accommode assez bien de mon cuisinier, et comme il ne doit pas hériter de moi, j'ai en lui pleine et entière confiance. Faites comme moi. Adieu, chère sœur, à votre prochain évanouissement. C'était tout ce que pouvait supporter milady. Ses mains se crispèrent sur son fauteuil, ses dents grincèrent sourdement, ses yeux suivirent le mouvement de la porte qui se fermait derrière lord de Winter et Felton. Lorsqu'elle se vit seule, une nouvelle crise de désespoir la prit. Elle jeta les yeux sur la table, vit briller un couteau, s'élança et le saisit. Mais son désappointement fut cruel. La lame était ronde et d'argent flexible. Un éclat de rire retentit derrière la porte mal fermée, et la porte se rouvrit. Ah, ah, s'écria lord de Winter. Ah, ah, vois-tu bien, mon brave Felton, vois-tu ce que je t'avais dit? Ce couteau, c'était pour toi. Mon enfant, elle t'aurait tué. Vois-tu, c'est un de ses travers, de se débarrasser ainsi, d'une façon ou de l'autre, des gens qui la gênent. Si je t'eusse écouté, le couteau eût été pointu et d'acier. Alors plus de Felton. Elle t'aurait égorgé, et après toi, tout le monde. Vois donc, John, comme elle sait bien tenir son couteau. En effet, milady tenait encore l'arme offensive dans sa main crispée. Mais ces derniers mots, cette suprême insulte, détendirent ses mains, ses forces, et jusqu'à sa volonté. Le couteau tomba par terre. Vous avez raison, milord, dit Felton, avec un accent de profond dégoût qui retentit jusqu'au fond du cœur de milady. Vous avez raison, et c'est moi qui avais tort. Et tous deux sortirent de nouveau. Mais cette fois, milady prêta une oreille plus attentive que la première fois, et elle entendit leurs pas s'éloigner et s'éteindre dans le fond du corridor. Je suis perdue, murmura-t-elle. Me voilà au pouvoir de gens sur lesquels je n'ai pas plus de prise
que sur des statues de bronze ou de granit. Ils me savent par cœur et sont cuirassés contre toutes mes armes. Il est cependant impossible que cela finisse comme ils l'ont décidé. En effet, comme l'indiquait cette dernière réflexion, ce retour instinctif à l'espérance, dans cette âme profonde, la crainte et les sentiments faibles ne surnageaient pas longtemps. Milady se mit à table, mangea de plusieurs mets, but un peu de vin d'Espagne, et sentit revenir toute sa résolution. Avant de se coucher, elle avait déjà commenté, analysé, retourné sur toutes leurs faces, examiné sous tous les points, les paroles, les pas, les gestes, les signes, et jusqu'au silence de ses geôliers. Et de cette étude profonde, habile et savante, il était résulté que Felton était, à tout prendre, le plus vulnérable de ses deux persécuteurs. Un mot surtout revenait à l'esprit de la prisonnière. Si je t'eusse écouté, avait dit lord de Winter à Felton. Donc Felton avait parlé en sa faveur, puisque lord de Winter n'avait pas voulu écouter Felton. Faible ou forte, répétait Milady, cet homme a donc une lueur de pitié dans son âme. Cette lueur, je ferai un incendie qui le dévorera. Quant à l'autre, il me connaît, il me craint, et sait ce qu'il a à attendre de moi si jamais je m'échappe de ses mains. Il est donc inutile de rien tenter sur lui. Mais Felton, c'est autre chose. C'est un jeune homme naïf, pur, et qui semble vertueux. Celui-là, il y a moyen de le perdre. Et Milady se coucha et s'endormit le sourire sur les lèvres. Quelqu'un qui l'eût vue dormant eût dit une jeune fille rêvant à la couronne de fleurs qu'elle devait mettre sur son front à la prochaine fête. Fin du chapitre 52. Chapitre 53 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouin. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 53. Deuxième journée de captivité. Milady rêvait qu'elle tenait enfin d'Artagnan, qu'elle assistait à son supplice, et c'était la vue de son sang odieux, coulant sous la hache du bourreau, qui dessinait ce charmant sourire sur ses lèvres. Elle dormait, comme dort un prisonnier bercé par sa première espérance. Le lendemain, lorsqu'on entra dans sa chambre, elle était encore au lit. Felton était dans le corridor. Il amenait la femme dont il avait parlé la veille, et qui venait d'arriver. Cette femme entra et s'approcha du lit de Milady en lui offrant ses services. Milady était habituellement pâle. Son teint pouvait donc tromper une personne qui la voyait pour la première fois. « J'ai la fièvre, dit-elle. Je n'ai pas dormi un seul instant pendant toute cette longue nuit. Je souffre horriblement. Serez-vous plus humaine qu'on ne l'a été hier avec moi? Tout ce que je demande au reste, c'est la permission de rester couchée. »« Voulez-vous qu'on appelle un médecin ?» dit la femme. Felton écoutait ce dialogue sans dire une parole. Milady réfléchissait que plus on l'entourerait de monde, plus elle aurait de monde à apitoyer, et plus la surveillance de lord de Winter redoublerait. D'ailleurs le médecin pourrait déclarer que la maladie était feinte, et Milady, après avoir perdu la première partie, ne voulait pas perdre la seconde. « Allez chercher le médecin, dit-elle. À quoi bon? Ces messieurs ont déclaré hier que mon mal était une comédie. Il en serait sans doute de même aujourd'hui, car depuis hier soir, on a eu le temps de prévenir le docteur. »« Alors, dit Felton impatienté, dites vous-même, madame, quel traitement vous voulez suivre. »« Et le sais-je, moi? Mon Dieu, je sens que je souffre, voilà tout.
Que l'on me donne ce que l'on voudra, peu m'importe. Allez chercher lord de Winter, dit Felton, fatigué de ces plaintes éternelles. Oh non, non, s'écria milady. Non, monsieur, ne l'appelez pas, je vous en conjure. Je suis bien, je n'ai besoin de rien, ne l'appelez pas. Elle mit une véhémence si prodigieuse, une éloquence si entraînante dans cette exclamation, que Felton, entraîné, fit quelques pas dans la chambre. Il est ému, pensa milady. Cependant, madame, dit Felton, si vous souffrez réellement, on enverra chercher un médecin, et si vous nous trompez, eh bien, ce sera tant pis pour vous, mais du moins de notre côté, nous n'aurons rien à nous reprocher. Milady ne répondit rien, mais renversant sa belle tête sur son oreiller, elle fondit en larmes et éclata en sanglots. Felton la regarda un instant avec son impassibilité ordinaire, puis, voyant que la crise menaçait de se prolonger, il sortit. La femme le suivit. Lord de Winter ne parut pas. Je crois que je commence à voir clair, murmura milady avec une joie sauvage, en s'ensevelissant sous les draps pour cacher à tous ceux qui pourraient l'épier cet élan de satisfaction intérieure. 2 heures s'écoulèrent. Maintenant, il est temps que la maladie cesse, dit-elle. Levons-nous et obtenons quelque succès dès aujourd'hui. Je n'ai que 10 jours, et ce soir il y en aura 2 d'écoulés. En entrant le matin dans la chambre de milady, on lui avait apporté son déjeuner. Or elle avait pensé qu'on ne tarderait pas à venir enlever la table, et qu'en ce moment elle reverrait Felton. Milady ne se trompait pas. Felton reparut, et sans faire attention si milady avait ou non touché au repas, fit signe pour qu'on emportât hors de la chambre la table, que l'on apportait ordinairement toute servie. Felton resta le dernier. Il tenait un livre à la main. Milady, couchée dans un fauteuil près de la cheminée, belle, pâle et résignée, ressemblait à une vierge sainte attendant le martyre. Felton s'approcha d'elle et dit: Lord de Winter, qui est catholique comme vous, madame, a pensé que la privation des rites et des cérémonies de votre religion peut vous être pénible. Il consent donc à ce que vous lisiez chaque jour l'ordinaire de votre messe. Voici un livre qui en contient le rituel. À l'air dont Felton déposa ce livre sur la petite table près de laquelle était milady, au ton dont il prononça ces 2 mots, votre messe, au sourire dédaigneux dont il les accompagna, milady leva la tête et regarda plus attentivement l'officier. Alors, à cette coiffure sévère, à ce costume d'une simplicité exagérée, à ce front poli comme le marbre, mais dur et impénétrable comme lui, elle reconnut un de ces sombres puritains qu'elle avait rencontrés si souvent tant à la cour du roi Jacques qu'à celle du roi de France, où, malgré le souvenir de la Saint-Barthélemy, il venait parfois chercher un refuge. Elle eut donc une de ces inspirations subites, comme les gens de génie seuls en reçoivent dans les grandes crises, dans les moments suprêmes qui doivent décider de leur fortune ou de leur vie. Ces 2 mots, votre messe, et un simple coup d'œil jeté sur Felton, lui avaient en effet révélé toute l'importance de la réponse qu'elle allait faire. Mais avec cette rapidité d'intelligence qui lui était particulière, cette réponse toute formulée se présenta sur ses lèvres. Moi, dit-elle avec un accent de dédain monté à l'unisson de celui qu'elle avait remarqué dans la voix du jeune officier. Moi, monsieur, ma messe. Lord de Winter, le catholique corrompu, sait bien que je ne suis pas de sa religion, et c'est un piège qu'il veut me tendre. Et de quelle religion êtes-vous donc, madame? Demanda Felton, avec un étonnement que, malgré son empire sur lui-même, il ne put cacher entièrement. Je le dirai, s'écria milady avec une exaltation feinte, le jour où j'aurai assez souffert pour ma foi. Le regard de Felton découvrit à milady toute l'étendue de l'espace qu'elle venait de s'ouvrir par cette seule parole. Cependant, le jeune officier demeura muet et immobile.
son regard seul avait parlé. Je suis aux mains de mes ennemis, continua-t-elle avec ce ton d'enthousiasme qu'elle savait familier aux puritains. Eh bien, que mon Dieu me sauve ou que je périsse pour mon Dieu. Voilà la réponse que je vous prie de faire à lord de Winter. Et quant à ce livre, ajouta-t-elle en montrant le rituel du bout du doigt, mais sans le toucher, comme si elle dût être souillée par cet attouchement, vous pouvez le remporter et vous en servir pour vous-même, car sans doute vous êtes doublement complice de lord de Winter, complice dans sa persécution, complice dans son hérésie. Felton ne répondit rien, prit le livre avec le même sentiment de répugnance qu'il avait déjà manifesté, et se retira pensif. Lord de Winter revint vers les 5 heures du soir. Milady avait eu le temps pendant toute la journée de se tracer son plan de conduite. Elle le reçut en femme qui a déjà repris tous ses avantages. Il paraît, dit le baron en s'asseyant dans un fauteuil en face de celui qu'occupait Milady et en étendant nonchalamment ses pieds sur le foyer, il paraît que nous avons fait une petite apostasie. Que voulez-vous dire, monsieur? Je veux dire que depuis la dernière fois que nous nous sommes vus, nous avons changé de religion. Auriez-vous épousé un troisième mari protestant par hasard? Expliquez-vous, milord, reprit la prisonnière avec majesté, car je vous déclare que j'entends vos paroles, mais que je ne les comprends pas. Alors c'est que vous n'avez pas de religion du tout. J'aime mieux cela, reprit en ricanant lord de Winter. Il est certain que cela est plus selon vos principes, reprit froidement Milady. Oh, je vous avoue que cela m'est parfaitement égal. Oh, vous n'avoueriez pas cette indifférence religieuse, milord, que vos débauches et vos crimes en feraient foi. Ah, vous parlez de débauche, madame Messaline. Vous parlez de crime, lady Macbeth. Ou j'ai mal entendu, ou vous êtes pardieu bien impudente. Vous parlez ainsi parce que vous savez qu'on nous écoute, monsieur, reprit froidement Milady, et que vous voulez intéresser vos geôliers et vos bourreaux contre moi. Mes geôliers, mes bourreaux. Ouais, madame, vous le prenez sur un ton poétique, et la comédie d'hier tourne ce soir à la tragédie. Au reste, dans 8 jours, vous saurez où vous devez être, et ma tâche sera achevée. Tâche infâme, tâche impie, reprit Milady avec l'exaltation de la victime qui provoque son juge. Je crois, ma parole d'honneur, dit de Winter en se levant, que la drôlesse devient folle. Allons, allons, calmez-vous, madame la puritaine, ou je vous fais mettre au cachot. Pardieu, c'est mon vin d'Espagne qui vous monte à la tête, n'est-ce pas? Mais soyez tranquille, cette ivresse-là n'est pas dangereuse et n'aura pas de suite. Et lord de Winter se retira en jurant, ce qui à cette époque était une habitude toute cavalière. Felton était en effet derrière la porte et n'avait pas perdu un mot de toute cette scène. Milady avait deviné juste. Oui, va, va, dit-elle à son frère. Les suites approchent, au contraire, mais tu ne les verras pas, imbécile, que lorsqu'il ne sera plus temps de les éviter. Le silence se rétablit. 2 heures s'écoulèrent. On apporta le souper, et l'on trouva Milady occupée à faire tout haut ses prières, prières qu'elle avait apprises d'un vieux serviteur de son second mari, puritain des plus austères. Elle semblait en extase, et ne parut pas même faire attention à ce qui se passait autour d'elle. Felton fit un signe qu'on ne la dérangeât point, et lorsque tout fut en état, il sortit sans bruit avec les soldats. Milady savait qu'elle pouvait être épiée. Elle continua donc ses prières jusqu'à la fin, et il lui sembla que le soldat qui était en sentinelle à sa porte ne marchait plus du même pas et paraissait écouter. Pour le moment, elle n'en voulait pas davantage. Elle se leva, se mit à table, mangea peu et ne but que de l'eau. 1 heure après, on vint enlever la table, mais Milady remarqua que cette fois Felton n'accompagnait point les soldats. Il craignait donc de la voir trop souvent. Elle se retourna vers le mur pour sourire, car il y avait dans ce sourire une telle expression de triomphe que ce seul sourire l'eût dénoncée. Elle laissa encore s'écouler une demi-heure, et comme en ce moment
tout faisait silence dans le vieux château, comme on n'entendait que l'éternel murmure de la houle, cette respiration immense de l'océan. De sa voix pure, harmonieuse et vibrante, elle commença le premier couplet de ce psaume alors en entière faveur près des puritains. Seigneur, si tu nous abandonnes, c'est pour voir si nous sommes forts. Mais ensuite c'est toi qui donnes de ta céleste main la palme à nos efforts. Ces vers n'étaient pas excellents, il s'en fallait même de beaucoup, mais comme on le sait, les protestants ne se piquaient pas de poésie. Tout en chantant, Milady écoutait. Le soldat de garde à sa porte s'était arrêté comme s'il eût été changé en pierre. Milady put donc juger de l'effet qu'elle avait produit. Alors elle continua son chant avec une ferveur et un sentiment inexprimables. Il lui sembla que les sons se répandaient au loin sous les voûtes et allaient comme un charme magique adoucir le cœur de ses geôliers. Cependant, il paraît que le soldat en sentinelle, zélé catholique sans doute, secoua le charme, car à travers la porte, taisez-vous donc, madame, dit-il. Votre chanson est triste comme un de profundis, et si outre l'agrément d'être en garnison ici, il faut encore y entendre de pareilles choses, ce sera à n'y point tenir. Silence, dit alors une voix grave, que Milady reconnut pour celle de Felton. De quoi vous mêlez-vous, drôle? Vous a-t-on ordonné d'empêcher cette femme de chanter? Non. On vous a dit de la garder, de tirer sur elle si elle essayait de fuir. Gardez-la, si elle fuit, tuez-la, mais ne changez rien à la consigne. Une expression de joie indicible illumina le visage de Milady, mais cette expression fut fugitive comme le reflet d'un éclair, et sans paraître avoir entendu le dialogue dont elle n'avait pas perdu un mot, elle reprit en donnant à sa voix tout le charme, toute l'étendue et toute la séduction que le démon y avait mis. Pour tant de pleurs et de misère, pour mon exil et pour mes fers, j'ai ma jeunesse, ma prière, et Dieu qui comptera les maux que j'ai souffert. Cette voix, d'une étendue inouïe et d'une passion sublime, donnait à la poésie rude et inculte de ces psaumes une magie et une expression que les puritains les plus exaltés trouvaient rarement dans les chants de leurs frères qu'ils étaient forcés d'orner de toutes les ressources de leur imagination. Felton crut entendre chanter l'ange qui consolait les trois Hébreux dans la fournaise. Milady continua. Mais le jour de la délivrance viendra pour nous, Dieu juste et fort, et s'il trompe notre espérance, il reste toujours le martyre et la mort. Ce couplet, dans lequel la terrible enchanteresse s'efforça de mettre toute son âme, acheva de porter le désordre dans le cœur du jeune officier. Il ouvrit brusquement la porte, et Milady le vit apparaître pâle comme toujours, mais les yeux ardents et presque égarés. « Pourquoi chantez-vous ainsi, dit-il, et avec une pareille voix ?»« Pardon, monsieur, » dit Milady avec douceur. « J'oubliais que mes chants ne sont pas de mise dans cette maison. Je vous ai sans doute offensé dans vos croyances, mais c'était sans le vouloir, je vous jure. Pardonnez-moi donc une faute qui est peut-être grande, mais qui certainement est involontaire. » Milady était si belle dans ce moment, l'extase religieuse dans laquelle elle semblait plongée donnait une telle expression à sa physionomie, que Felton, ébloui, crut voir l'ange que tout à l'heure il croyait seulement entendre. « Oui, oui, répondit-il, oui, vous troublez,
vous agitez les gens qui habitent ce château. Et le pauvre insensé ne s'apercevait pas lui-même de l'incohérence de ces discours, tandis que milady plongeait son œil de lynx au plus profond de son cœur. Je me tairai, dit milady, en baissant les yeux avec toute la douceur qu'elle put donner à sa voix, avec toute la résignation qu'elle put imprimer à son maintien. Non, madame, non, dit Felton. Seulement chantez moins haut, la nuit surtout. Et à ces mots, Felton, sentant qu'il ne pourrait pas conserver longtemps sa sévérité à l'égard de la prisonnière, s'élança hors de son appartement. Vous avez bien fait, lieutenant, dit le soldat. Ces chants bouleversent l'âme. Cependant, on finit par s'y accoutumer. Sa voix est si belle. Chapitre 53.